Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter les nouveautés majeures de cette version 4.5 LTS de Blender qui vient tout juste de sortir. Donc comme d'habitude, je vais ici faire un récap des nouveautés qui sont pour moi les nouveautés majeures, les nouveautés principales, en t'épargnant les nouveautés qui sont trop techniques ou trop subtiles. Si jamais tu as envie, toi, de voir absolument toutes les nouveautés, je te mets bien sûr le lien en description pour aller sur cette page et pouvoir regarder, fouiller, regarder un petit peu par toi-même tout ce qu'on va retrouver dans cette version. Donc c'est parti. Alors on va attaquer tout de suite sur la première nouveauté qui est majeure selon moi, c'est au niveau de l'API graphique qui passe maintenant sur Vulkan. Avant on était sur OpenGL, on peut décider maintenant dans les paramètres, dans les préférences, dans Display graphique juste ici, de passer sur Vulkan. Apparemment on va avoir des gros gains de performance, notamment au niveau du viewport, pas au niveau du rendu, mais vraiment au niveau du viewport. Donc le viewport, c'est la scène 3D, quand on a des scènes complexes avec beaucoup d'objets, etc. Donc j'ai pas encore testé de mon côté, donc je peux pas vous faire un retour, mais voilà, j'hésiterai pas à vous le partager sur la chaîne ou dans ma newsletter par email, pour ceux qui sont dans mes formations, afin de vous dire un petit peu mon ressenti sur ça. Et également, très important, pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir ces drivers à jour, sinon on peut avoir voilà, quelques soucis au niveau des performances. Grosse nouveauté au niveau des Geometry Nodes et même globalement dans cette version 4.5 et comme dans chaque nouvelle version de Blender, on a toujours une grosse partie Geometry Nodes qui est mise à jour et là c'est encore le cas dans cette version. Là maintenant on va pouvoir importer directement des objets externes à Blender, par exemple des points STL, des points VDB, PLY, CSV, objets, texte, etc. pour pouvoir y mettre dans ces Geometry Nodes. Donc ça permet d'aller encore plus loin et en plus c'est super simple comme on peut le voir ici. Il suffit juste de drag and drop le fichier, fichier objet, fichier STL, on le drag and drop dans le Geometry Nodes Editor et on a le node qui est directement utilisable avec le chemin vers le fichier directement sur son PC. Donc ça c'est juste énorme et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Au niveau des normales, avant on ne pouvait pas les modifier dans les Geometry Nodes. Maintenant c'est possible avec le nouveau node qui s'appelle Set Mesh Normal. Donc ça permet beaucoup plus de contrôle créatif et de faire beaucoup plus de choses puisque maintenant on peut modifier les normales directement dans les Geometry Nodes. Et comme on peut le voir avec cette vidéo, on va avoir du coup la possibilité avec deux objets comme ça d'avoir un mélange entre les deux, même si c'est deux objets séparés, qui est super bien puisque maintenant on a le contrôle des normales. Donc ça c'est vraiment génial. Une nouveauté que je trouve vraiment géniale, c'est le Node Tools. En gros, on va pouvoir créer ses propres menus pour ces Geometry Nodes. Donc les Geometry Nodes, ça permet en reliant des nodes, en reliant des blocs, de créer des fonctions, on va dire, intelligentes ou procédurales pour Blender, qui permettent de faire tout un tas de choses, et donc au lieu de contrôler ça directement depuis le menu des modifieurs, on va pouvoir maintenant créer un véritable menu qu'on va pouvoir mettre dans le panneau latéral, donc le N-panel de la scène 3D de Blender, comme si on avait installé un add-on. Donc pour ceux qui ne savent pas, un add-on c'est un petit peu comme un plugin, et on va pouvoir créer son propre menu en mettant des valeurs, en mettant des boutons de certains types, des cases à cocher, des valeurs à rentrer, des options à choisir, etc. On va pouvoir contrôler son Geometry Node via un menu vraiment à part entière, intégré à Blender. Et ça, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment sans code de venir créer ces petits plugins, ces petits add-ons pour sa propre utilisation du logiciel. Et ça, c'est vraiment génial. On a quelques petits exemples aussi de la communauté sur Twitter, vraiment sympa, de ce que font aujourd'hui les gens avec les Geometry Nodes, notamment le fait qu'on peut faire de la simulation, comme on peut le voir ici avec cette bouteille. Ça, c'est fait via les Geometry Nodes, c'est quand même assez ouf. On a aussi celui-là qui est vachement sympa. On va vraiment avoir ce côté simulation, on va dire, avec les Geometry Nodes. C'est vraiment stylé. On va avoir, bien sûr, comme à chaque nouvelle version, une optimisation des performances, notamment sur Eevee dans le viewport, donc dans la scène 3D. Là, on peut voir les performances sur Blender 4.4, donc plus c'est long et plus c'est lent, et plus c'est court et plus c'est rapide. Donc on peut voir que au niveau du temps de démarrage, Blender 4.4 est quasiment 2 fois plus long que Blender 4.5. Donc ça c'est vraiment top. Et pareil au niveau du chargement de texture,
pareil, on est quasiment 2 fois plus rapide avec Eevee maintenant. Et ça, c'est génial. Donc, on a des textures qui vont charger plus rapidement, un temps de démarrage plus rapide, et on va avoir le multithread sur la compilation des shaders. Donc, ça veut dire qu'on va faire du multitâche pour compiler les shaders, ce qui augmente du coup forcément le temps de calcul et donc les performances. Et on va pouvoir choisir directement si on veut utiliser le multithreading ou rester sur du sub-process classique de compilation. Donc on va pouvoir choisir ça dans les préférences utilisateurs. On va retrouver également sur Eevee le Shadow Terminator Bias qui permet en fait d'éliminer des artefacts d'ombre qu'on peut retrouver comme ça sur Eevee. Donc ça, c'est une option qui a été introduite sur Cycles dans Blender 3.0 et maintenant on le retrouve sur Eevee. Donc ça, c'est top. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. On va retrouver maintenant toutes les textures procédurales de Blender qu'on avait dans le Shader Editor dans le compositeur de Blender. Donc pour ceux qui ne savent pas, le compositeur, ça permet en fait de faire un travail de post-production sur son image pour retoucher les couleurs, ajouter des éléments, traiter les différents layers, donc les différentes couches de l'image pour pouvoir avoir un certain rendu, retravailler son image, etc. Là, maintenant, on va avoir accès à toutes les textures qu'on retrouve dans le shader editor habituellement. Et donc, ça permet, comme on peut le voir avec cet exemple ici, d'ajouter du grain. Là, on peut voir qu'on a une texture White Noise Texture qui est connectée à un overlay. Et donc, ça permet d'ajouter une texture pour ajouter du grain par-dessus notre image. Et ça, c'est génial. Pareil, ça va offrir plein de possibilités. Au niveau de la plateforme Blender Extension, donc pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'une plateforme que Blender a créée récemment avec tout un tas d'add-ons, donc de petits plugins qu'on va pouvoir installer gratuitement sur Blender pour ajouter des fonctionnalités. Donc c'est créé par les utilisateurs et aujourd'hui on va retrouver plus de 600 add-ons, donc ça augmente bien sûr avec le temps puisque c'est communautaire. On peut cliquer juste ici pour aller sur le site et venir tester et télécharger des outils. D'ailleurs, je te renvoie vers ma vidéo sur comment installer un add-on sur Blender où je t'explique en détail comment ça fonctionne. Donc n'hésite pas à aller voir. Au niveau du Grease Pencil, on va retrouver une nouveauté qui est vraiment géniale. On peut maintenant travailler directement dans les render layers, donc dans le compositeur, le Grease Pencil uniquement. Et ça, c'est génial. Donc, dans le compositeur, on peut travailler sur ce qu'on appelle des render pass, c'est-à-dire c'est comme des couches dans le rendu qui permettent de travailler que certaines choses, par exemple que les ombres de l'image, que la profondeur, que les matériaux qui émettent de la lumière par exemple, etc., etc. Et là maintenant, on peut travailler directement sur toute la partie Grease Pencil de notre scène. Et ça, c'est vraiment super. Donc, il suffit juste d'aller ici dans les passes, dans Data, et d'activer la nouvelle option Grease Pencil pour pouvoir ensuite y travailler directement dans le compositeur. Donc moi, je fais jamais de 2D sur Blender, donc j'ai pas forcément d'idée de choses au niveau d'utilisation à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ceux qui en font verront tout de suite des possibilités qui vont s'offrir à eux. Et l'autre nouveauté, pareil au niveau du Grease Pencil, c'est que maintenant, on va pouvoir utiliser un autre type d'anti-aliasing. Donc l'anti-aliasing, c'est ce qui permet d'éviter, si je zoome sur l'image, les pixels qu'on va retrouver comme ça, donc notamment ici, les petits pixels en escalier sur tout ce qui est diagonale, courbe, etc. En fait, ça va venir adoucir l'image, lisser pour pas avoir cet effet-là de pixels. Et donc, on avait la méthode avant qui était le SMAA. Maintenant, on a une nouvelle méthode qui est SSAA. Donc, on peut voir que c'est un peu plus flou qu'avant, mais du coup, on a moins cet effet-là pixelisé. Et on peut aussi utiliser les deux pour avoir un entre-deux, entre netteté, un petit peu flou, et ça améliore la qualité. Alors après, bien sûr, ça dépend du style. Il y en a, ils vont préférer avoir quelque chose de très très net, très marqué, ou des gens qui préfèrent avoir quelque chose d'un petit peu plus flou, mais du coup qui sera un petit peu plus lisse, tout simplement. Au niveau des UV, là aussi je trouve que c'est génial et je trouve ça fou que c'est même pas apparu avant sur Blender. C'est que avant, pour voir les UV d'un objet, en fait il fallait sélectionner l'objet puis se mettre en mode Edit. Là maintenant, en mode objet directement, quand on clique sur un objet, on voit son dépliage UV directement à gauche et si on sélectionne plusieurs objets, on peut voir tous les UV superposés et on peut même gérer l'opacité. Donc ça, franchement, c'est génial, surtout quand vous voulez afficher, par exemple,
plusieurs objets et que vous devez passer en mode edit. Si c'est des objets qui sont complexes et vous en sélectionnez plusieurs, ça peut faire ramer un peu Blender. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ensuite, on va retrouver le Point Cloud. Donc en gros, le Point Cloud, ça existait déjà sur Blender. C'était en expérimental, si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est disponible, on va dire, officiellement dans cette nouvelle version. Et en fait, ça permet voilà, d'importer des nuages de points. Donc c'est un type d'objet qui ne fonctionne pas pareil qu'un objet normal sur Blender où on va avoir des points, des faces, des segments, etc. Là, en fait, c'est uniquement un nuage de points. C'est-à-dire que c'est plein de points qui vont faire des objets. Donc c'est quoi le but? En fait, ça permet d'avoir quelque chose de très léger, très facile à afficher, de très fluide également, et surtout c'est très utilisé notamment pour tout ce qui est photogrammétrie, donc c'est du scan en fait 3D avec des capteurs, etc. Et en fait on peut ensuite lire ce type d'objet là directement sur Blender pour pouvoir avoir les assets comme on peut le voir ici qui s'affichent. Donc ça peut être des scans 3D par drone, ça peut être des scans 3D d'objets, etc., etc. Au niveau du painting sur Blender, on va pouvoir maintenant ajouter de l'aléatoire, notamment sur la saturation des couleurs par exemple, ce qui peut nous permettre de faire des effets assez stylés comme ça, pour tout ce qui est du coup painting sur Blender. Pour le mode sculpt sur Blender, on va pouvoir découper ces objets de manière très simple et fluide et efficace, comme on peut le voir ici. Alors on pouvait déjà le faire avant, mais là en fait la méthode a été beaucoup améliorée de ce que j'ai compris. En fait, ça permet d'être vraiment très fluide. Là, on peut le voir, on est sur un objet qui est très détaillé et ça marche très bien. Quelque chose de vraiment sympa aussi, c'est qu'on peut personnaliser le menu Properties en choisissant qu'est-ce qu'on veut afficher. Et donc, ça permet, par exemple, si on travaille sur une seule tâche sur Blender, par exemple, admettons, on bosse que sur les matériaux, ou que sur l'éclairage, ou que sur de la simulation, etc., et ben, d'enlever tous les autres paramètres pour travailler que sur les paramètres qu'on utilise en ce moment, donc ça permet d'aller un petit peu plus vite au niveau du workflow, on va dire. Au niveau de l'asset browser, ça c'est top, on peut maintenant changer un petit peu l'affichage des assets, si on les veut en liste, si on les veut en miniature, on peut changer également la taille, et quelque chose qui est super cool, c'est que maintenant on a une option pour faire des captures d'écran directement depuis Blender, on clique sur Capture Screenshot, et ça permet par exemple pour un asset qu'on a sauvegardé dans l'asset browser, et ben de faire ces miniatures, de faire ces petites miniatures de preview de l'asset très facilement via une capture d'écran. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Blender 4.5 LTS, les nouveautés majeures. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses un petit peu de toutes ces nouveautés en commentaire. Et puis n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Et puis je te dis à très bientôt. C'était Alex. Ciao!